Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à ce deuxième webinaire sur la médiation en santé qui est organisé par le dispositif régional d'évaluation et d'appui au déploiement de la médiation en santé en Nouvelle-Aquitaine, donc sous son petit nom le DREAMS, qui est copiloté par l'Observatoire des pratiques professionnelles en précarité, l'autre PNA, dont Arnaud Ruby est le représentant, la CASE de Bordeaux, représentée par Muriel Collor, et la FNASAT, représentée donc par Frédéric Quirino-Chavez. Et aujourd'hui, on va échanger autour de la médiation en santé dans ses diversités, et on va pouvoir avoir le partage d'expériences de 3 dispositifs de médiation en santé qui sont mis en œuvre dans la région Nouvelle-Aquitaine. Un dispositif de médiation en santé porté par un contrat local de santé de la ville de La Rochelle, piloté par le service santé publique et accessibilité de la ville de La Rochelle, par Marie Chauvet, la directrice qui va vous faire la présentation. Le centre social et la PGV 86 à Poitiers qui va présenter un dispositif de médiation santé à destination des gens du voyage. Et le centre de soins résidentiels en addictologie, euh, fonctionnant sur donc l'entraide communautaire, le CEID, qui va présenter son dispositif avec Olivier Gibert, qui est résident de la communauté thérapeutique et personne accompagnée par un médiateur en santé pair, et la chef de service, donc Vanina Marquet, qui l'accompagnera dans la présentation. Donc Marie, je te laisse le débuter sur voilà comment quels étaient les besoins et d'où est Qu'est-ce parti qui nous ce amène? dispositif. Ça marche. Merci Elodie, merci de l'invitation et bonjour à tous. Je vais essayer de tenir les 15 minutes. On est peu nombreux, donc n'hésitez pas à me couper si vraiment c'est pas clair du tout, parce que ça peut l'être. Voilà, donc moi je suis Marie Chauvet, je suis effectivement la directrice du service santé publique et accessibilité de la ville de La Rochelle. La ville de La Rochelle qui est engagée dans une politique de santé publique depuis longtemps. On a un service communal d'hygiène et de santé, on a un atelier santé-ville, un service de vaccination, un pôle promotion de la santé avec pas mal d'actions d'éducation en milieu scolaire notamment. Et on a effectivement un contrat local de santé depuis 2013 qui était initialement sur le territoire de la ville de La Rochelle, on va dire sur la période de 10 ans 2013-2023 et qui est depuis 2023 signé par l'AGLO avec l'ARS, qui embarque les 28 communes de l'AGLO et qui embarque aussi une cinquantaine de signataires. C'est un peu une petite particularité de notre CLS, c'est qu'on a vraiment cherché à élargir le nombre des signataires et puis à mobiliser largement. Donc, sont signataires du contrat local de santé, évidemment les communes, l'ARS, la préfecture, mais aussi le groupe hospitalier, les 3 CPTS du territoire, l'université, la CAF, plusieurs associations représentant les habitants, les patients autour de la santé, de la santé mentale, du handicap. Voilà, et bien sûr, j'en oublie, les établissements de santé du territoire également. Le projet de médiation santé, aujourd'hui, il trouve sa place dans le contrat local de santé. Ça fait partie de notre plan d'action. C'est assez récent, puisqu'au moment où il a émergé, il est vraiment arrivé dans le cadre du contrat de ville et de l'atelier santé-ville. Voilà, donc on est sur, si je refais un peu l'historique de la médiation santé et l'histoire de tout ça, on a donc depuis 2008-2009 en charge la coordination d'un atelier santé-ville qui portait sur les 2 quartiers politiques de la ville de la commune de La Rochelle. Et en 2019, un 3e quartier a intégré la carte des quartiers prioritaires. Donc en 2018-2019, on a fait un diagnostic santé pour savoir quels étaient quels étaient sur ce quartier les enjeux, les besoins des habitants, des partenaires. Voilà, est-ce qu'on dupliquait finalement des actions qu'on pouvait déjà porter sur les 2 autres QPV? Est-ce qu'on nous emmenait sur des sujets tout à fait différents? Ce qui s'était déjà produit avec un diagnostic santé où on est allé à la demande des habitants sur la qualité de l'air, ce qui n'était pas forcément à l'époque notre savoir-faire, ce qu'on avait imaginé. Et là, finalement, l'histoire s'est un petit peu répétée. On a fait ce diagnostic et ce qui est très fortement ressorti de la demande, c'est vraiment cette notion de médiation santé. 2018-2019, nous, on n'était pas vraiment familiers de ce que c'était que la médiation santé. On l'a appelé comme ça peut-être sans trop savoir exactement.
cette question, en tout cas, était et ce constat était celui des partenaires du territoire qui disaient, ben, nous, on est médiateurs sociaux, on est conseillers en insertion, on est professionnels de l'éducation nationale, on est bailleurs sociaux. Et en fait, le constat, c'est qu'on ne peut pas faire notre mission, on ne peut pas accompagner les gens vers la parentalité, l'emploi, parce qu'ils ont des problématiques de santé qui sont telles que en fait, ça prend le pas sur le reste. Et tant que ça ne sera pas stabilisé, bah, nous, on continuera à tourner en rond avec des situations et des problématiques qu'on ne sait pas résoudre. Donc, constat, il faut une médiation santé. Okay, deux questions se sont posées à ce moment-là. Est-ce que c'est un professionnel de santé ou est-ce que c'est un autre professionnel? Et qui va porter? Donc, on a essayé d'imaginer différents scénarios. Au départ, la ville n'était pas du tout partante. En tout cas, on n'avait pas du tout imaginé porter le poste de médiateur santé. Bon, finalement, les acteurs du quartier n'ont pas trop souhaité s'embarquer là-dedans. Donc, on s'est retrouvé à recruter un médiateur santé. Et on va dire que par culture professionnelle, la coordinatrice en charge de l'ASV à ce moment-là était elle-même infirmière cadre de santé. Il y avait beaucoup de partenaires professionnels de santé dans le réseau ASV. Et donc, de manière un peu logique, ils ont plutôt orienté le recrutement vers une infirmière. Voilà, donc 2019, on est allé chercher des financements auprès du contrat de ville pour pouvoir mettre en place ce dispositif sur un seul de nos 3 quartiers politiques de la ville, sur un temps partiel et plutôt en direction du public adulte. Voilà, donc on a expérimenté ça en 2019, 2019-2020 avec 2 infirmières parce que c'est aussi des postes qu'on n'a pas pérennisés et qui ne sont toujours pas vraiment pérennisés, donc avec les difficultés de garder, on va dire, dans les effectifs une infirmière qui a 25 ans et qui débute ou 30 ans et qui ne peut pas se projeter au-delà d'une année de subvention. Donc 2019-2020, 2 infirmières qui ont fait cette mission-là. Bon, on a tâtonné sur les critères d'inclusion, à qui on s'adresse, comment on arrête les accompagnements, comment on ne se substitue pas aux accompagnements en place en gardant le lien de confiance et en continuant d'accompagner des personnes qui devraient logiquement être reprise en charge ou en tout cas accompagnée par d'autres professionnels que nous. Donc le projet a avancé comme ça. La crise sanitaire nous a un peu freiné et a complètement, on va dire, stoppé l'activité de médiation puisque l'infirmière a été mobilisée sur le Covid, la vaccination. Et donc en 2020, on a relancé ce programme-là avec, comme sur vos territoires, j'imagine, des demandes en santé mentale qui explosaient, des situations d'incurie, de personnes isolées à domicile qu'on découvrait, et avec donc la nécessité d'augmenter au moins sur un temps plein et voire peut-être davantage ce temps de médiation santé. Donc on a pu obtenir le financement pour un temps plein et assez vite en 2022 pour 2 postes de médiateur santé. Dans le même temps, on a décidé d'élargir sous la pression un peu politique et technique des 2 autres quartiers politiques de la ville qui voilà, ont bien vu qu'il y avait une réelle plus-value de ce dispositif de médiation et qui ont voulu pouvoir en bénéficier sur leur territoire. Donc, on a élargi. Euh, on a élargi peut-être un peu vite, puisque sur le plan administratif, on s'est aussi heurté à une forme d'incompréhension, on va dire, de ce que c'est que la médiation santé. Et puis, finalement, est-ce que c'est vraiment le boulot d'une direction santé publique, d'une collectivité territoriale de faire ça? OK, vous avez des subventions pour un an, mais vos subventions, elles ne sont pas pérennes. Donc, on n'a pas pu recruter le 2e poste pour lequel on avait des financements en contrat de ville. Donc, ça veut dire des financements. Chez nous, le contrat de ville, c'est cofinancé par la préfecture et l'agglomération. Voilà, donc on a pu avoir ces financements. On a élargi aux 3 quartiers, mais on est resté avec notre seul ETP de médiatrice santé. On a essayé d'étayer, d'accompagner dans l'équipe santé publique un petit peu comme on a pu, et notamment en s'appuyant sur le coordonnateur atelier santé-ville. Voilà, donc 2022, 2023, toujours ce même fonctionnement. Ce que je n'ai pas dit, c'est que depuis le démarrage, l'infirmière médiatrice santé exerce finalement cette activité relativement seule, hein. Elle est intégrée à notre équipe d'une quinzaine de chargés de projet, de chargés de prévention, mais aucun autre médiateur santé, pas d'autre, une autre infirmière, mais qui est mobilisée sur toute autre chose, donc une mission très seule. Et donc, dès le départ, on a choisi de proposer un temps de régulation, d'analyse de pratique. Donc, chaque mois, elle a un temps individuel avec une psychologue pour voilà, laisser à la maison, enfin laisser au travail ce qu'elle ne doit pas emmener à la maison et puis pouvoir se questionner sur sa pratique.
Voilà. 2022-2023, on a continué comme ça. Et puis 2023, signature de ce contrat local de santé qui, sans trop de surprise, comme tous les contrats locaux de santé quasiment, fait apparaître la question de l'accès aux soins sur le territoire comme une priorité. Donc, évidemment, diagnostic, la démographie médicale. Bon, bah, le constat, c'est que le territoire de l'Aglo de La Rochelle est pas spécialement déficitaire. Oui, on a moins de dentistes. Oui, il faudrait plus de psychiatres. Néanmoins, on n'est quand même pas voilà, dans les territoires fragilisés. Donc, on n'aura pas d'aide énorme de l'ARS ou du département sur de l'accompagnement à l'installation des professionnels de santé. Et puis, dans le diagnostic, bah aussi ce constat de ce dispositif de médiation santé qui est quand même une réponse, une vraie réponse à l'accès aux soins. Et donc de se dire, bah, on va chercher par le biais du contrat local de santé à remettre un petit peu sur le haut de la pile notre expérimentation médiation santé, essayer de ramener autour de nous d'autres partenaires, dépasser un petit peu cette représentation des financeurs, des élus, de dire bah oui, bon, enfin, c'est bien la médiation santé, mais enfin, c'est quoi? On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment à nous de le faire? Pourquoi c'est pas l'hôpital? Et les centres sociaux, pourquoi ils ne le font pas? Enfin, voilà, donc on s'est dit, on intègre la fiche action médiation santé au plan d'action contrat local de santé, on embarque un petit peu de force, c'est pas tout à fait ça, mais enfin en tout cas, on le valorise à travers cet outil CLS. Et puis, donc, on évalue le travail qu'on mène depuis 2023 pour savoir un peu ce qui pêche et puis quels pourraient être les leviers pour d'abord stabiliser sur les 3 quartiers politiques de la ville et puis, dans un second temps, élargir aux autres quartiers de la ville de La Rochelle et aux autres communes de l'aglo qui sont signataires du CLS. On a donc travaillé en 2024 avec Elodie qui nous a accompagnés dans ce travail-là de juin 2024 à février 2025. Avec donc tout un travail de collecte de données, d'observation auprès de l'équipe de médiation santé, de rencontres des partenaires, de temps d'échange avec les élus, avec les différents partenaires. Et donc, on arrive aujourd'hui avec un dispositif qui continue à fonctionner, mais avec des préconisations d'une autre manière de faire pour peut-être voilà, élargir et mieux répondre à la demande de la population. Je reviens peut-être un tout petit peu en arrière aussi pour vous rappeler qu'en 2000, enfin pour vous informer qu'en 2023, un de nos 3 quartiers politiques de la ville a bénéficié du label Cité éducative, donc un label un peu complémentaire au contrat de ville qui vient renforcer les moyens en direction du public jeune. Et donc, dans le cadre de ce financement Cité éducative, on a eu la possibilité de mettre en place une journée et demie de médiation santé en direction du public jeune. Voilà, donc encore une fois, plutôt partiel, puisque un seul des quartiers politiques de la ville ouvert sur les 3 du territoire. Mais néanmoins, ça a permis quand même de donner aussi plus de corps au dispositif, d'avoir 2 médiatrices. Donc c'est aussi plutôt soutenant pour l'une et pour l'autre d'être en binôme, même si elles ne sont pas sur le même public, même si elles n'ont pas le même parcours, il y a quand même ce travail-là. Et donc, aujourd'hui, on en est donc à la phase, on va dire, de déploiement par le biais du contrat local de santé de ce dispositif expérimenté d'abord dans le cadre du contrat de ville, puis cofinancé par le label Cité éducative. Et donc, on est en train d'essayer de travailler avec d'autres partenaires, puisque l'une des préconisations, on va dire, majeures de l'évaluation d'Élodie, c'était de dire, bah oui, c'est pertinent que la ville et que le CLS garde la coordination technique, politique, l'histoire du dispositif, la légitimité aussi de pouvoir continuer à déployer cette action-là, mais il est impératif d'aller chercher d'autres partenaires, puisque nous, on le voit bien, on n'a pas pu recruter 2 médiateurs, bien entendu, on n'en aura jamais 4 ou 5 qui seront salariés de la collectivité. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec des acteurs du territoire, la Maison des ados, que vous avez sûrement dans vos territoires également, donc, et puis une association qui s'appelle l'ALPMS, l'Agence locale pour la médiation sociale, qui est une association qui emploie différents médiateurs, qui est plutôt sur une mission historiquement de prévention, tranquillité publique, prévention de la délinquance, en lien beaucoup avec les bailleurs, mais qui s'élargit, qui va aussi vers de la médiation numérique, médiation scolaire, et qui a accepté de travailler donc aussi sur de la médiation santé, moyennant bien entendu un temps de formation qu'on va construire. Mais donc, voilà, aujourd'hui, on a gardé ce pilotage technique, politique. On est allé chercher des subventions contrat de ville, agglo, préfecture. On a des subventions ARS depuis 2-3 ans
également sur ce dispositif-là. Et on envisage donc de conserver en régie nos deux médiatrices, donc la médiatrice publique adulte à temps plein, la médiatrice santé jeune, qui était pour nous prestataire pour une journée et demie depuis 2023 et qu'on a intégrée dans l'équipe au gré d'un départ et d'une mobilité. Donc, on a pu la recruter sur un poste de chargé de projet santé mentale et médiation santé. Donc, on a ces agents-là ville et puis on va, par le biais de prestations, sur la base de la subvention contrat de ville et de la subvention ARS, on va s'offrir les services de médiateurs santé, donc de partenaires hein, du territoire, donc ALPMS pour le public adulte, Maison des ados pour le public jeune. L'idée étant de construire avec eux, s'inspirer de ce qu'on fait déjà, bien sûr, mais de revoir peut-être nos outils, de construire une fiche de saisine commune pour que les orientations par les partenaires du territoire nous soient envoyées directement sur une adresse commune et puis traiter en équipe pour savoir ce qui relève de la médiation, ce qui ne relève pas de la médiation, peut-être questionner aussi les situations au bout de 4, 5 rendez-vous pour voilà, se dire qu'on ne s'installe pas dans la durée. Donc, on est en train de construire ce petit noyau, on va dire, cette équipe de médiation, ce dispositif de médiation santé qui va être à terme coporté, cofinancé et coporté par différents acteurs. Très récemment, on a appris que une des CPTS de notre territoire, suite à la présentation de l'évaluation et du travail mené, une CPTS qui au départ voyait pas trop la médiation santé, le lien entre médiation santé, CPTS, accès aux soins. Oui, mais nous, on est plutôt sur l'accès aux médecins traitants, la médiation. Bon, ils ont, je pense, mieux compris ce qu'on faisait et ce à quoi ça pouvait servir. Et donc, ils ont répondu à un appel à projet de l'ARS sur la démocratie sanitaire. Donc, on n'a pas les résultats et on attend de savoir si le projet sera soutenu, mais néanmoins, c'est déjà un signal positif de se dire que cette CPTS, bah oui, elle a répondu à l'appel à projet pour venir, on va dire, abonder à l'enveloppe et à la mobilisation autour de la médiation. Et là, très récemment, de la semaine dernière, on a aussi été sollicité par la PAS, donc Permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital de La Rochelle, qui euh, se voit doté d'un temps infirmier supplémentaire et donc va manifestement intégrer le projet de médiation santé pour voilà, travailler avec nous, ce qui va nous permettre peut-être d'aller bah, vers un public qui n'est pas le public des quartiers politiques de la ville, puisque nous, aujourd'hui, on est un peu contraint par ces financements QPV. L'hôpital ne l'est pas, donc si on a le recours à l'appui d'une infirmière hospitalière, elle pourra peut-être aussi être davantage mobilisée sur d'autres quartiers de La Rochelle et on pourra aller vers un public plus large. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, un projet qui se construit un petit peu en marchant, une évaluation qui nous a permis de recadrer et de renforcer en tout cas l'idée qu'on était légitime et qu'il fallait pas lâcher et qu'il fallait continuer, mais continuer avec d'autres et essayer d'avancer comme ça sous le grand chapeau contrat local de santé. Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression de vous avoir assommé. S'il y a des Merci questions, beaucoup, je suis à votre Marie. disposition. Merci beaucoup, c'était tout à fait clair. Enfin, merci pour ta présentation. Je vais laisser la place à Anne et Anne Chevrier et Célia Benet-Captal qui vont nous présenter donc le dispositif de médiation en santé auprès des gens à destination des gens du voyage à Poitiers. Bonjour. Je vais essayer de faire aussi bien que Marie. Donc, on va faire ça à deux voix de notre côté. Juste vite fait, de manière à ce que tout le monde ait le même niveau de compréhension. Donc, on est une association départementale dans laquelle on a trois agréments de structures d'éducation populaire par la Caisse d'allocation familiale, deux centres socioculturels sur les deux grosses agglomérations de la Vienne et un espace de vie sociale itinérant sur trois EPCI sur lesquels nous sommes conventionnés pour une action globale. Voilà, c'est-à-dire qu'on intervient, en tout cas prioritairement sur ces territoires, dans le cadre de la médiation en santé, et on peut être amené à intervenir sur les deux autres EPCI qui ne sont pas conventionnés avec nous, puisque du coup notre conventionnement ARS concerne tout le département. Voilà, ça c'était du coup de manière à ce que ce soit compris de tout le monde. Donc nous, on a commencé à s'intéresser à la question de la médiation en santé 2018-2019. Voilà,
suite à des constats qui étaient énormément de maladies chroniques chez la population gens du voyage, une espérance de vie inférieure au moins à 10 ans à l'espérance de vie nationale, des ruptures de droits très très importantes, de la renonciation aux soins également de façon importante. Et on constatait à l'intérieur de nos équipes des sursollicitations, tant sur le côté service aide aux démarches, voilà, que sur le service d'accompagnement social. Et au regard de ça et des opportunités également qui sont arrivées en Nouvelle-Aquitaine, par l'intermédiaire, entre autres, des sensibilisations ARS, du travail de la FNASAT, etc., on a conventionné avec l'ARS. Voilà. Et du coup, nous conventionnons avec l'ARS depuis 2019 sur des axes dont Célia vous fera le retour tout à l'heure. Vous dire que du coup, à ce jour, nous avons deux médiateurs en santé, enfin deux médiatrices, pardon, en santé, pour couvrir l'entièreté du département, ce qui aujourd'hui n'est pas suffisant. Et nous travaillons avec l'ARS pour pouvoir avoir au moins un demi-poste supplémentaire, de manière à pouvoir répondre à tous les besoins et couvrir l'entièreté du territoire. L'autre spécificité des structures comme les nôtres, c'est que du coup, on travaille en transversalité, au-delà des axes dont Célia va vous parler. Quand je dis transversalité, c'est-à-dire que du coup, il y a de l'interaction entre les équipes et que la question aussi du volet prévention qu'on essaie de faire valoir, même s'il est compliqué culturellement chez les gens du voyage, c'est-à-dire qu'il y a un travail collaboratif en interne avec l'enfance, la jeunesse, la famille, pour avoir, au-delà de l'action directe de réponse à une question de santé, des ateliers de prévention avec en direction de tout ce public-là, donc sur de l'action collective. Voilà par rapport un peu à la présentation globale de la médiation en santé à à la DAPGV, pardon. Et je vais laisser la parole à Célia de manière à ce qu'elle puisse un petit peu rentrer un petit peu plus dans le concret sur les axes prioritaires qui nous sont financés par l'ARS et comment on les déploie, les freins, les leviers, etc., etc. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on travaille sur quatre axes avec l'ARS. Le premier qui du coup est l'accès aux soins et l'accès aux droits. À savoir que notre fonctionnement, beaucoup au niveau de la médiation santé, c'est de l'aller vers et le faire avec. Donc, on a pas mal d'actions déployées, beaucoup avec les PMI, les infirmières libérales aussi maintenant qui se déploient beaucoup sur les aires d'accueil, les terrains privés, les lieux spontanés. Euh, tout ce qui ramène vers le droit commun également. Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok. Du coup, je ne sais pas si je reprends ou Non, pas. Non, vas-y. c'est bon. Le droit commun avec donc la CEPAM aussi, avec qui on travaille beaucoup. On a également accès à un espace partenaire privilégié qui permet de dialoguer directement avec des personnes de la sécurité sociale. Donc ça, c'est bien pratique. Dans les freins que l'on peut repérer aussi sur cet axe-là, ça va être tout ce qui est la question de la mobilité, tant des gens du voyage que du coup du nombre de personnes qu'on doit accompagner sur l'ensemble du territoire. Également, l'absence de professionnels, ça rejoint un peu aussi Marie Chauvet, ce qu'elle disait sur l'absence de professionnels sur le territoire. On a peu de professionnels à disposition, par exemple les dentistes. Voilà, mais une plus-value, par contre, c'est que les structures nous identifient, nous sollicitent. Il y a une meilleure prise en compte de la spécificité de la culture des gens du voyage. Donc ça aide bien. Sur le deuxième axe de travail avec l'ARS, c'est le vieillissement. Donc, on a une population qui est de plus en plus vieillissante maintenant. Enfin, on va vers une population de plus en plus vieillissante, mais en partant d'un vieillissement, du coup, qui est quand même précoce. Donc, dans les actions que l'on peut déployer, ça va être beaucoup des ateliers avec les contrats locaux de santé, des ciné-débats sur le vieillissement et la question des aidants. À savoir que la question des aidants, chez nous, c'est pas inné, puisqu'en fait, chez les voyageurs, c'est très culturel. Les aidants, ça n'existe pas, puisque c'est naturel, en fait, d'aider les anciens. C'est naturel de que, voilà, s'il y a une personne malade, de tous se Je mobiliser. suis désolée, pour ma part, je n'entends rien du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas si je suis la seule ou si c'est pareil pour les autres. Il y a eu un petit moment où c'était un peu mieux, mais là, moi, je n'entends plus du tout.
Ah Enfin, je vais forcer ma voix au maximum. Donc je disais que sur le vieillissement, il y avait la question de la population qui était vieillissante de plus en plus, mais avec un vieillissement qui est toujours précoce. Au niveau des actions déployées, on a des ateliers avec les contrats locaux de santé, des ciné-débats sur le vieillissement, sur la question des aidants. Et je disais que la question des aidants, ça reste quelque chose de compliqué à appréhender chez les voyageurs, puisqu'en fait, chez eux, c'est quelque chose de naturel, c'est une évidence en fait. Donc la notion des dents n'existe pas chez eux. Donc c'est un gros travail en lien avec les voyageurs. Et les freins que l'on peut repérer également, c'est qu'il y a peu de dispositifs adaptables à leur culture et surtout pas adaptés au vieillissement précoce. C'est-à-dire qu'il y a des aides qui sont qu'à partir de 62 ans, alors que chez nous, le vieillissement est plus autour de 50 ans. et juste une petite précision, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est de plus en plus de demandes de maintien à domicile. Quand je dis maintien à domicile, c'est maintien en habitat caravane. Donc, il y a tout un travail aussi qui est très complexe de sollicitation, de partenariat, de soins, qui n'est pas simple. Et aussi, comment est-ce qu'on adapte l'habitat caravane au vieillissement. C'est un cheval de bataille. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà. Après, sur le troisième axe, du coup, on a la santé environnementale. Donc là, au niveau des actions, on travaille beaucoup, comme le disait Anne tout à l'heure, avec les référents de famille, les animatrices, animateurs et les conseillères habitat sur la sensibilisation à leur environnement. Là, il y a des débuts d'ateliers sur les tri sélectifs. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui commencent à être mises en place. Mais par contre, dans nos freins, c'est qu'on a peu de formation et de connaissances, par exemple, sur la prévention du travail, beaucoup y compris sur la question du saturnisme. C'est un gros sujet, mais du coup, le saturnisme, nous, on n'y est pas formés. On a très peu de professionnels de santé également qui sont formés sur le territoire. Également aussi la question de l'implication des collectivités sur les aires d'accueil, sur les lieux de vie, sur la question des pollutions des terrains, où voilà, ça reste encore des sujets à traiter et à amener avec eux qui sont difficilement entendables. Et de pouvoir distinguer, en fait, ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre aux collectivités aujourd'hui, on est sur une population majoritairement, il y a beaucoup de travailleurs indépendants. Du coup, c'est de dissocier l'espace de vie de l'espace de travail. La pollution des sols est une catastrophe, en tout cas sur les lieux de vie type aire d'accueil, ce qui a un impact inéluctable. On parle du saturnisme, on peut parler d'autres choses. Et du coup, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on se bat au quotidien sur les documents de référence aussi en direction des gens du voyage. Donc, c'est un autre cheval de bataille avec les autres partenaires de l'autre côté, mais qui pour moi est indispensable aussi pour pouvoir agir sur cet axe-là. Voilà. Et donc, sur le dernier axe donc, de la question du partenariat, du réseau partenarial, donc on est assez content parce que du coup, il y a une meilleure sensibilisation des professionnels de santé sur la culture et la question des gens du voyage, qui commencent à adapter aussi leur vocabulaire, leur langage pour que ce soit plus accessible du coup au public. On a pas mal d'actions qui sont menées, dont certaines en cours là avec la passe mobile sur la sensibilisation du public auprès des professionnels dans les hôpitaux avec une demande des cadres du coup qu'on est en train de faire qu'on est en train de faire émerger, pardon, voilà pour les sensibiliser à cette question-là sur une rencontre avec plusieurs personnes. Également, à noter que la médiation santé est souvent demandée pour assurer les relais sur la coordination. On est beaucoup sollicité, par exemple, par le CHU de Poitiers pour la coordination des soins une fois la sortie d'hospitalisation. Donc ça, c'est chouette. Avec voilà, pour assurer aussi une continuité des soins. Également dans les commissions, là, on est en train de parler, par exemple, au niveau de Châtellerault, de refaire des commissions de situations complexes où la médiation santé est demandée dedans. Ou par exemple la MDPH aussi qui nous sollicite maintenant pour des accompagnements ou des rendez-vous voilà, pour rencontrer le public. Donc voilà, moi j'ai fini. J'espère que vous avez pu m'entendre. Je suis désolée. Là, globalement, aujourd'hui, il y a une reconnaissance de plus en plus importante sur le territoire des médiatrices en santé, même si ça reste encore un peu confronté à cette profession, des fois méconnue, un peu à la marge du professionnel de santé. Donc, de temps en temps, il y a des frictions aussi avec des professionnels de santé
voilà, sur lesquels il faut qu'on trouve un équilibre parce qu'on est aussi sur le secret médical. Donc, c'est pas toujours évident de trouver sa place. Ce que j'ai pas dit, c'est que nous, les médiatrices en santé, n'ont pas un profil professionnel de santé. Elles ont un profil accompagnatrice sociale, vraiment dans le volet accompagnement et pas le volet santé. C'est un choix de l'association au lancement de la médiation en santé et on n'a pas envie de changer sur ce choix-là aujourd'hui. Voilà, et c'est tout le travail. Donc, c'est une reconnaissance du côté partenarial, tant du domaine de la santé que du domaine aussi de l'institution et du domaine des services de l'État et des collectivités. Donc ça, c'est hyper important. Et aussi, ça a permis, et on le voit, hein, c'est pour ça que je disais on a besoin d'un mi-poste supplémentaire, c'est-à-dire que côté voyageurs, c'est entendu, c'est compris, c'est dit, c'est verbalisé, et donc du coup, c'est hyper sollicité. Alors tant mieux, parce qu'on constate quand même de l'évolution. Et juste, je voulais dire, on n'a pas cité, et je trouve que c'est important de le faire, on essaie de travailler sur l'éducation thérapeutique du patient sur des maladies chroniques complexes, sur lesquelles on est aussi sur une population majoritairement analphabète et illettrée. Alors déjà, dans le courant, c'est pas toujours facile, par exemple, de comprendre le diabète. Là, on est confronté encore à un autre souci, et du coup, il faut qu'on arrive à avancer là-dessus pour permettre aux voyageurs de comprendre leur maladie pour pouvoir agir dessus. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère qu'on a été clair. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai trouvé votre présentation compréhensible. Donc, merci Anne et Célia. Maintenant, on va passer à la présentation du dispositif de médiation en santé et je laisse la parole à Vanina Marquier et Olivier Gibert. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Bonjour à tout le monde. Alors, en préambule, je voulais vous dire quelques mots. Alors, je suis un petit peu étonnée que Élodie et Muriel, vous l'ayez pas fait. Je voulais juste faire peut-être un petit distinguo dans la présentation que je vais vous faire avec Olivier autour de la médiation en santé pair. Et du coup, un petit distinguo peut-être avec ce qui vient de vous être présenté par Marie, par Anne et par la jeune femme dont j'ai oublié le prénom, j'en suis navrée. Voilà, Barthélia. Donc effectivement, on va vous présenter effectivement la médiation en santé pair telle qu'elle est conçue pour nous au CUD et telle qu'elle est conçue, je pense, maintenant par l'ensemble des acteurs du secteur médico-social. Donc la médiation en santé pair, c'est l'utilisation, la mise en synergie de l'expérience des personnes qui ont une problématique de santé mise à disposition d'autres patients qui pourraient rencontrer la même forme de vulnérabilité et le co-accompagnement qui se crée entre l'un et l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai demandé aujourd'hui à Olivier d'être à mes côtés. Olivier, c'est une personne accompagnée. Et donc, il vous racontera dans un petit moment les constats qu'il fait et comment lui, quels sont les effets positifs, en tout cas, pour les patients de l'accompagnement par un médiateur en santé pair. Alors, juste un tout petit mot sur le CEID. Donc, le CEID, c'est le Centre d'études et d'information sur les drogues. C'est une association néo-aquitaine qui, pour vous la résumer très simple en termes de mission, propose un ensemble d'offres de soins en addictologie. Donc, il y a du résidentiel, il y a de l'ambulatoire, il y a de l'aller vers, il y a des offres comme ça un petit peu plurielles autour de l'accès aux soins des personnes usagères de drogue avec différents prismes d'accompagnement, que ce soit l'accompagnement au sevrage à l'abstinence ou dans une exception plus réduction des risques, l'accompagnement de consommation par la prévention, par le travail éducatif, par l'éducation en santé des personnes qui sont encore dans des usages actifs. Voilà.
Nous, on est dans une communauté thérapeutique. Donc, une communauté thérapeutique, c'est une offre de soins résidentiels en addictologie qui accueille des personnes qui, pour la plupart, ont un trouble de l'usage qui est assez ancien et pour lesquels de nombreux autres soins ont déjà échoué. Olivier, tu me dis si tu... Voilà. Ont déjà échoué. Donc, ce sont des personnes qui ont connu X sevrages, X tentatives de soins et X échecs, ce qui a pu éventuellement compromettre leur, euh, leur confiance en elles-mêmes. Et voilà, ce sont des personnes qui sont d'une part assez désaffiliées d'un point de vue social, donc très repliées sur elles, assez éloignées du système de santé. Et voilà, et donc avec une chronicité de l'usage qui implique que nous allons avoir besoin de beaucoup de temps pour venir à bout, ou en tout cas pour cheminer vers une vie un petit peu plus libérée de la contrainte de consommation. Donc, donc au CEID, on a des médiateurs en santé depuis quelques années maintenant. Je pense que le premier établissement du CEID qui a accueilli une médiatrice en santé pair, c'est le CARUD. Le CARUD, c'est le Centre d'accueil pour la réduction des risques des usagers de drogue. C'est un centre d'accueil de jour qui n'a pas du tout de vocation de sevrage, qui accueille les personnes où qu'elles se trouvent dans la dynamique de consommation, beaucoup d'usages actifs et donc des personnes très, 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 très éloignées du système de soins. Des personnes qui, pour la plupart, sont très marginales, vivent à la rue, sont dans des usages assez massifs. Et voilà, et pour lesquels on pressentait que le discours professionnel trop institutionnalisé n'était pas opérant. Parce qu'on ne parlait pas la même langue, parce que culturellement, on n'était pas au même endroit. Donc voilà, donc finalement, le très faible recours des personnes usagères de drogue aux institutions, tant de santé qu'aux institutions sociales, nous a amené à nous poser la question effectivement de cette langue qui est parlée au sein des centres sociaux par les professionnels, qui est parfois voilà, qui n'est pas, comme je vous le disais, qui n'est pas opérante. Donc c'est vrai que pour réduire l'écart entre la population accueillie et finalement le discours qu'on voulait faire passer, il est apparu, alors au CEID, mais à d'autres associations. Je pense à l'ACAS, qui a très tôt été moteur dans l'inclusion des médiateurs en santé pair au sein des équipes des établissements médico-sociaux. Il y a tout un tas comme ça de partenaires du secteur médico-social qui a pressenti déjà que l'apport des médiateurs en santé pair, des pairs aidants, comme on peut les appeler parfois, pouvait être absolument d'une richesse sans nom. Hein, donc on a commencé comme ça à les faire intervenir sur des lieux d'accueil, donc les CARUD, puis les XAPA ambulatoires. Les médiateurs en santé pair sont arrivés peut-être un petit peu plus tardivement sur les établissements de soins résidentiels. Parce que c'est vrai que tant qu'on pouvait cantonner les médiateurs en santé à des rôles d'accueillants, sur les structures ambulatoires, ça posait vraiment de soucis à personne. Une fois qu'il a été question d'inclure ces médiateurs et vraiment de les associer aux équipes dans les centres de soins résidentiels, où on est vraiment sur une co-concertation du projet de vie, tant du projet de l'établissement que du projet des patients, avec un partage du secret. Enfin voilà, il faut aussi comprendre tout ça. C'est que les médiateurs en santé pair sont inclus dans les équipes. On en a deux, nous, au sein de notre communauté. Ce sont des personnes qui ont accès à l'ensemble des informations qui sont partagées par l'équipe. Donc voilà, on n'est plus dans une dimension simplement d'accueil d'un médiateur en santé qui serait là pour favoriser la parole, mais on est vraiment dans une inclusion dans la réflexion d'équipe qui est absolument totale. Donc c'est vrai que je pense que ça a été plus long. L'inclusion des MSP au sein du secteur résidentiel a peut-être été plus long parce que ça venait in fine poser la question de la place que l'institution voulait bien leur laisser. Donc ça, c'est une question qui a été, qui a créé des frictions dans les équipes. Euh, voilà, avec peut-être derrière
Alors, même si voilà, tout le monde était plus ou moins intellectuellement conscient de l'intérêt de l'inclusion des MSP dans les équipes, il y avait toujours, au fond, à bas bruit, un procès en illégitimité qui pouvait leur être fait parce que absence de professionnalisation, absence de diplôme, voilà, la reconnaissance, la valorisation du vécu expérientiel demande à être accompagnée. C'est pour ça qu'il y a des formations qui sont apparues. Donc voilà, il y a l'excellent DU qui a été proposé, qui a été construit là depuis quelques années par la CAS de l'Université de Bordeaux. Voilà, il y a la licence pro du CCOMS. Je vais y revenir parce que nous, c'est le chemin par lequel on a pu faire rentrer des MSP au sein du CVD. Enfin, voilà, il y a déjà une offre de formation qui existe pour les MSP. Bon, on va pas revenir sur la médiation en santé psychique versus la médiation en santé de plus générale. C'est vrai que à l'origine, la médiation en santé pair s'adressait beaucoup à des personnes qui étaient issues de la santé mentale, qui présentaient des vulnérabilités en santé mentale. Et on a ouvert un petit peu le champ de l'accompagnement en santé pair à d'autres secteurs que stricto sensu la santé mentale. Euh, donc voilà. Euh, Au CEID, on a la chance d'avoir pu recruter des médiateurs en santé, une médiatrice en santé qui est là à temps complet, parce qu'on a répondu et parce qu'on a remporté aussi un appel à projet en lien avec l'ARS et le CCOMS pour, comme ça, pouvoir se voir financer un poste de médiateur en santé qui concomitamment s'inscrit sur la licence pro médiation en santé PA du CCOMS. Donc, il faut savoir que notre médiatrice en santé est là à mi-temps, donc elle est là voilà, en activité professionnelle. Et puis, concomitamment, elle suit à Bordeaux la licence pro du CCOMS. Sur une année. Donc son poste est financé par l'ARS pendant le temps de sa formation, mais ça pose in fine la question du financement et de la pérennisation de ces financements à l'issue de la formation, hein, qui va intervenir là dans 2-3 mois. Je crois que fin juin, la messe est dite et la formation est finie, donc ça pose forcément la question de ce qui va advenir de ce poste une fois la formation terminée, parce que ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est qu'on fait finalement peser aux établissements la responsabilité du financement de ces postes sur fonds propres, à financement équivalent, hein, c'est-à-dire que pour dire les choses telles qu'elles sont, à partir du mois de juin, si nous souhaitons continuer à travailler avec Natacha, c'est son prénom, voilà, ça se fera sur fonds propres, sur fonds d'établissement propre, à budget constant. Donc voilà, donc ça prend éventuellement la place d'un professionnel du champ social. Donc c'est vrai que ce qui peut aussi expliquer que ça vient mettre en concurrence des secteurs qui pour ma part, enfin voilà, je les considère pas du tout en concurrence. Je pense qu'un éducateur, un travailleur social aujourd'hui n'est pas en concurrence en termes de mission avec un MSP, mais le problème c'est que la construction du poste et euh, la construction du financement vient mettre ces postes en concurrence. Et c'est dommage. Voilà. Bon, je vous ai déjà trop parlé. Je laisse la parole à Olivier, si tu Alors, veux. c'est difficile de passer après Vanina parce je pense qu'elle a tout dit. Mais ce que je peux rajouter, enfin, moi, je me présente déjà, je suis Olivier. J'ai pour projet de faire le DU de Père aidant. Et donc, voilà ce que je voulais dire, je vais parler pour la Père aidance. Je vais dire que c'est bien dommage de ne pas avoir plus de financement pour ces postes-là, qui sont essentiels, je pense, au sein des équipes, justement, pour faire le lien entre les patients et l'équipe, en fait. Et par le vécu, euh, comme moi, par exemple, j'ai un vécu d'alcoolique et d'addiction. Et donc, je pense que on comprend mieux ces personnes-là. On a, comment dire, euh, on arrive mieux à comprendre comment dire, leurs difficultés, à s'exprimer. C'est plus facile pour eux de s'exprimer avec un médiateur santé, père, qu'avec les éducateurs. Et c'est le lien
le lien que le médiateur santé fait à l'équipe, il est très, très important. Voilà, je trouve très dommage qu'il n'y ait pas plus de financement pour ça. Voilà. Il y a quelque chose qui est assez Pardon, t'avais pas Non, fini. non, vas-y. Il y a quelque chose qui est assez notoire depuis qu'on a recruté une maîtrise en santé. Moi, je suis absolument sidérée de voir le nombre de patients qui viennent me trouver euh, pour me faire connaître leur souhait de découvrir un petit peu plus cette fonction, de s'y impliquer. Alors, bon, c'est vrai que la communauté thérapeutique porte en elle déjà ce projet communautaire, donc porte en elle cette préoccupation des patients, les uns par rapport aux autres, etc. Donc, c'est vrai que déjà, à la CT, on a déjà Oui. on porte déjà ces enjeux de père aidance, on les porte haut, ça fait partie du projet d'établissement. Donc je pense on est déjà un petit peu à la pointe là-dessus. Mais c'est vrai que moi je suis ravie de voir cet ensemble de patients qui viennent finalement que la médiation en santé père vient donner un sens à leur vulnérabilité. Quelque chose qui à la base est un accident de parcours, est une vulnérabilité, est une maladie, pouvoir sublimer un accident de parcours en y donnant un sens comme ça, et pour pouvoir finalement, in fine, accompagner d'autres personnes qui rencontrent cette même difficulté, c'est quelque chose que les patients mettent vraiment en évidence. Je pense que c'est naturel, hein. On le fait pas. Enfin, moi, je vais en faire mon métier parce que j'adore ça. Mais même, on est tous père aidants finalement et on se soutient tous et voilà et on se comprend plus. On se comprend. Voilà. On a tous vécu la même chose. Il y en a qui ont vécu la rue, il y en a qui ont vécu des choses horribles. Voilà. On est là pour se soutenir et c'est différent. Les éducateurs, ils sont là pour nous accompagner aussi. Mais c'est bien qu'il y ait ce lien avec le père aidant et l'éducateur, en fait. Parce que cette souffrance-là, quand on l'a pas vécue, on a du mal à l'expliquer, en fait. Et c'est difficile à comprendre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la maladie. Et voilà. La père aidant, c'est essentiel. Donc, il faut faire remonter tout ça et qu'il y ait beaucoup plus de financement. Voilà. Merci Elodie. On Bah, met ça sur la... merci à vous pour ce beau témoignage et je suis bien contente parce que l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de présenter la médiation santé dans toutes ses diversités. Et là, on l'a pu observer à quel point la médiation en santé et le médiateur en santé, qu'il soit père ou non père, s'adapte à son contexte d'intervention. Le profil de la personne qui va incarner ce poste est aussi choisi en fonction des besoins identifiés sur les territoires, que ce soit les besoins des populations, des publics qui vont être accompagnés, mais que ce soit aussi les besoins identifiés avec une problématique qui a, enfin ce qui existe en termes de réponse de droit commun avec les partenaires qu'on peut trouver sur le territoire. Et c'est vrai que là, on voit bien les différents éléments, enfin voilà, comment des dispositifs de médiation en santé ont pu se mettre en place et s'adapter à des contextes d'intervention très différents. Mais ce qui nous relie tous, c'est vraiment de refaire le lien, ce tissage, ce maillage auprès de populations éloignées et des services de droit commun pour améliorer la santé des populations. Et ça, c'est assez instructif de pouvoir échanger avec vous dans ce sens. Et vu qu'il nous reste un petit peu de temps, j'ai une question. On est comme enfin, sauf si je laisse les participants poser des questions dans le chat ou même prendre la parole parce qu'on n'est pas, on peut. Là, moi, je commencerai par une question, vu qu'on est sur l'appui à la mise en œuvre et que vous êtes quand même depuis quelques années rompu à l'exercice. Quels seraient les 3 conseils que vous donneriez à un chef de projet qui veut déployer de la médiation en santé sur son territoire et euh, avec quel poids d'attention vous pourriez le prémunir. Donc là, je laisse chacun s'organiser.
Vas-y, Vanina, si tu veux. Oui, bah, un premier élément de réponse, c'est que je pense que quand on... Alors, en particulier aujourd'hui, euh, les ornières sont faites, c'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal de structures, d'établissements, de think tanks qui ont réfléchi à cette question de la médiation en santé, pair ou non pair. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas rester isolé, parce que on est encore dans un secteur d'activité en plein développement, c'est encore assez balbutiant, les concepts sont encore flous, les termes ne sont pas encore, il n'y a pas encore de consensus vraiment très net autour des termes. C'est vraiment, on est encore dans une période un petit peu floue pour tout ça. Moi, je conseillerais de se rapprocher de plateformes territoriales d'appui ou en tout cas de structures qui ont vocation, je pense à la CASE en termes de médiation en santé pair, qui fait un travail remarquable pour mettre en lien les structures qui emploient des médiateurs en santé pair en leur sein, tant pour les cadres, enfin voilà, voilà, une toute petite focale là-dessus, c'est que aujourd'hui, on ne peut que témoigner de l'intérêt important qu'on trouve dans les groupes de travail auxquels on participe, grâce à l'ACAS qui réunit tantôt les chefs de service pour les amener à faire du partage d'expériences, de l'analyse de pratiques, de la remontée de problématiques, etc., que pour les médiateurs en santé. Voilà, je trouve que voilà, il y a quand même des groupes qui se réunissent pour évoquer ensemble leurs difficultés. Euh, on défriche ensemble en fait, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez enthousiasmant à défricher tous ensemble comme ça. Merci Pour beaucoup. compléter peut-être ce qui vient d'être dit, parce que du coup je partage, on peut décliner, là tu parles de médiateurs pairs, mais on peut décliner en direction de voilà, tous les publics, un petit peu à la marge, en fonction que ce soit les gens du voyage ou les autres. Peut-être ce qui est important, c'est de peut-être bien définir au démarrage ce qu'on veut. On disait tout à l'heure la médiation santé, voilà, parce que le cadre n'est pas aujourd'hui très clair, etc. Genre, je vais dire entre guillemets, ça peut être glissant. C'est-à-dire que si on ne sait pas bien où on veut aller, jusqu'où on va, à quel moment on passe le relais, c'est quoi notre place à côté du public, même si on n'est pas médiateur pair, c'est quoi notre place? Voilà, je pense que c'est pour moi une prédéfinition importante au préalable. Et puis, enfin voilà, je pense qu'il faut jamais qu'on oublie qu'on a plein de collègues, plein de structures autour de nous qui ont des expériences et sur lesquelles il est important d'aller des fois se poser pour échanger, discuter et voilà. Merci Anne-Marie, tu veux rajouter quelque chose? Je suis 100% d'accord avec les les deux interventions précédentes. Effectivement, enfin, je pense de définir enfin, qui on veut accompagner, à qui ça s'adresse, quel est notre public cible, pour pas se laisser embarquer par les demandes de partenaires qui ont évidemment besoin de relais, mais peut-être que voilà, au départ, on a nous voulu bien faire et on a voulu accompagner et prendre pas mal de situations qui probablement n'auraient pas dû relever de la médiation santé. Donc voilà, d'être très clair au démarrage sur le public à qui on s'adresse. Merci beaucoup. Est-ce que... oui, Vanina. Pardon, juste une dernière petite chose, et surtout, on ne fait pas l'impasse sur la formation des équipes qui travailleront avec ces médiateurs en santé, parce que euh, il y a la compréhension intellectuelle des missions que viennent réaliser les personnes, et après, il y a toute la dimension d'acception psychique de cette intervention. Et je pense que ça, il faut l'accompagner. Ça s'acquiert avec le temps, par la répétition, par la formation, et je trouve que c'est voilà, c'est indispensable de former son équipe à accueillir et à bien accueillir un médiateur en santé, pair ou non pair, hein, d'ailleurs. Tout à l'heure, je crois que c'est Anne, vous faisiez état de difficultés parfois sur le terrain, de friction entre les intervenants et la médiatrice en santé, parce que voilà, ça a peut-être pas été bien préparé ou insuffisamment, donc voilà, donc c'est hyper important. C'est pas que c'est pas bien préparé, je partage ce que tu dis. C'est sur pour moi en tout cas, c'est la définition que les professionnels de santé et peut-être le regard qu'ils ont de la médiation en santé. Et des fois, on sent de la défiance.
sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Enfin, Célia, voilà, voilà, moi, ça m'est arrivé d'intervenir derrière mes collègues auprès de cabinets médicaux pour dire, mais attendez, voilà. Donc, il y a ce danger-là sur lequel il faut qu'on soit conscient aujourd'hui. Alors, la promotion médiation en santé travaille sur, enfin, le collectif travaille sur un plaidoyer, un travail sur une reconnaissance dans la catégorie Rome des métiers, tout ça. Donc, ça, c'est très important. Et puis peut-être, je viens d'avoir une lumière. Nous, à un moment, on s'est repositionné aussi vis-à-vis de l'ARS dans la Vienne, puisque à un moment, on a eu le sentiment d'être son bras armé, et entre autres sur la crise Covid, où on nous a envoyés au charbon, entre guillemets, on a envoyé, ouais, sur les dépistages, les clusters, voilà, tous ces trucs-là. Et du coup, ça nous a aussi, nous, obligés à nous repositionner sur qui on était, jusqu'où on allait et à quel moment on renvoyait aussi, j'ai envie de dire, au droit commun et à la responsabilité des services décentralisés de l'État, leur mission qui n'était pas spécialement les nôtres. Merci beaucoup pour ces réponses qui sont très riches. Euh, c'est vraiment la force du collectif est vraiment très intéressante à ce niveau-là. Je pense que on a pu balayer, je crois, toutes les recommandations du collectif pour la promotion de la médiation en santé en 5 minutes avec vous trois. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce temps d'échange. On se retrouve donc le mois prochain pour un webinaire qui sera plus concentré, centré sur le métier de médiateur en santé. Et donc, médiateur en santé et médiateur pair et médiateur en santé non pair, avec des expériences un peu plus concrètes d'activité et de réalisation sur le terrain auprès de personnes accompagnées et de partenaires qui sont mobilisés pour prendre en compte les besoins et problématiques des populations éloignées. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et on ne manquera pas de revenir vers vous avec l'enregistrement. Merci Bonne à vous. journée. Merci. Merci. Merci.